Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Salut à tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, on va rentrer dans la tête de Anna. Comment vas-tu, Anna ? Ça va très bien, merci Yacine, et toi ? T'es pas obligé de me répondre très scolairement, on est très chill. C'est un lundi 19h. Donc voilà, plus rien à faire après le boulot, il me semble. Jour de l'anniversaire de mon associé Louis, donc j'ai plein de choses à faire. On le salue, le temps qui sort cet épisode, on peut le dire, mais il y a une petite teuf qui s'organise, surprise. Il y a une petite teuf surprise qui s'organise et pour laquelle je vais être en retard, donc honte sur moi. Là, c'est le moment de give back à la communauté. Donc, tu vas inspirer des gens à entreprendre et je suis sûr que Louis serait content. Il sera ravi. Heureusement, il n'est pas du tout susceptible. J'ai choisi le bon associé, tu vois. D'ailleurs, on va en reparler, je trouve ça hyper intéressant. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous présenter ta boîte, que les gens comprennent de quoi on va parler dans la moins d'une heure, promis. La prochaine petite heure. Ok, bien sûr. Alors donc, moi je m'appelle Anna Rossin, je suis cofondatrice et CEO de la société Ogo. Et chez Ogo, on permet aux entreprises de gérer intelligemment leurs contrats de mutuelle et de prévoyance, quel que soit l'assureur. Plus concrètement, aujourd'hui, on est une plateforme qui permet de rassembler tous les acteurs du système et de simplifier à la fois la construction de sa politique santé, de la déployer facilement et de la piloter dans le temps. Ça a été créé quand ? Et en plus, j'ai écouté le podcast de... j'ai plus leur nom. Julien et Julien. Ah, c'est deux Julien. Ouais, c'est deux Julien, méthode to scale, ouais. Je dis, c'est le même qui parle, mais avec deux voix différentes. Au tout début, tu nous donnais des chiffres, et moi, j'aime bien les chiffres. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quand est-ce que ça a été créé ? Et aujourd'hui, vous avez levé beaucoup, et enfin, un petit peu, quand même bien. Ouais. Une levée de fonds signée le jour de ton anniv, il me semble. Ouais, la première, c'est vrai. En fait, on s'est lancé il y a 4 ans, donc tout pile. Tu vois, c'était en septembre 2018. En gros, pour te donner des chiffres, aujourd'hui, on couvre un peu plus de 3000 entreprises en santé et en prévoyance à travers toute la France, tous les secteurs d'activité. Et on est une équipe de 70 collaborateurs et on a levé 2 fois auprès de 2 fonds différents, en tout à peu près 15 millions d'euros. On a levé, donc la première levée de fonds, la levée de seed, effectivement, je l'avais signée le jour de mon anniversaire, c'était GFC, donc Rocket Internet. Okay. Et la deuxième levée, la série A, on a levé il y a 1 an avec Partech. Et GFC, mais c'est Partech qui a l'idée le tout. Il y a pire comme fond. Il y a pire, hein, c'est des super investisseurs. Bon, on n'est pas là pour parler que de business, on va parler un petit peu d'humain et moi j'aimerais revenir à la genèse et même avant la genèse. Il y a une phrase que tu as balancée dans ce podcast, je me suis dit... Est-ce que c'est vrai ou pas ? Vous étiez en prépa ensemble avec, du coup, ton cofondateur. Ouais, Louis, ouais. Et tu as dit que vous aviez déjà l'idée de monter une boîte ? Ouais. Vous étiez Enfin, excuse-moi, mais en plus, tu es un peu plus âgé que moi, donc encore une fois, à l'époque, c'était clairement pas la voie d'excellence, l'entrepreneuriat. Qui plus est, quand tu charbonnes pendant 2 ans. Ouais. Quoi. Je sais pas, tu vois, autant je dirais peut-être effectivement une génération d'il y a 30 ans, c'était vraiment pas très commun. Moi, j'ai pas eu le sentiment, en tout cas à l'époque, quand on a eu envie de monter notre boîte, qu'on était seul au monde, tu vois. Mais en fait, je pense qu'en fait, moi, je viens pas du tout de ce monde-là. Je connais personne, j'ai pas, ma famille est pas entrepreneur, ni mes frères et sœurs, ni rien. Louis, il vient carrément, il a grandi dans l'entrepreneuriat, son père est entrepreneur, ses frères sont entrepreneurs, etc. Je saurais pas trop te dire d'où ça vient, en fait. Je sais juste qu'à l'époque, c'est vrai qu'avec Louis, on était en prépa, on parlait déjà potentiellement de monter une boîte. Et après nos études d'ingé, on a chacun... Tu fais ingé aussi ? Ouais, on est tous les deux ingé, ouais. D'accord. On est tous les deux ingénieurs. Et après nos études d'ingénieur, lui, il est parti à Stanford, aux États-Unis. Donc, il était au cœur de la Silicon Valley. Donc, tu vois, il y avait des idées dans tous les sens, de la digitalisation, etc. C'était incroyable. Et moi, j'ai fait HEC Entrepreneur.
Et du coup, après, j'étais pareil, un peu dans l'euphorie dans une promo avec des gens qui ont tous envie de monter leur boîte, quoi. Ouais, et puis vous êtes accompagné sur la création de la boîte, mais c'était quoi ta notion? Je sais pas si tu es capable de te replonger dans, on va pas dire quel âge tu as, mais on va dire quand tu avais 18-20 ans. C'est ça, vous avez fait 2 ans de 18 à 20 ans Ouais, avec exactement. Louis. C'était quoi la notion que vous aviez de monter une boîte? Quand tu dis on voulait monter une boîte, c'est en fait, ouais, encore une fois, pourquoi? Mais c'est quoi monter une boîte à l'époque? Bah, c'est marrant parce que je pense qu'en fait, à cette époque-là, on lisait déjà un peu des médias sur la tech. C'est vrai que moi, j'ai toujours été assez proche de sa famille. Et quand tu vas à des déj de famille, dans la famille Fourier, tout le monde parle que de ça, en fait. C'est quoi les médias à l'époque? Bah, il y Dans avait les quand années même 80. déjà... Non, mais je suis pas non plus une ancêtre, tu vois. Non, je rigole. Non, mais il y avait déjà des médias comme TechCrunch, etc., qui existaient, tu vois, où Ok. on lisait quand même un peu sur ce qui se passait, on regardait quand même ce qui se passait sur les levées de fonds. Alors, c'est sûr que quand tu vois la différence des montants, c'est absolument stratosphérique. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire qu'avant, une série A, t'imaginais 1 million, c'était un truc absolument 1 million, une hallucinant. série A, putain, Et c'était moi, hallucinant. c'était il y a 3 ans. 1 million, c'était un seed. Oui, non, mais c'est ça, ça a Aujourd'hui, complètement... c'est 15 millions la série A et Exactement, 5 ouais, millions c'est ton ça. seed, quoi. C'est ça, mais du coup ça a énormément évolué et changé. Ok. Mais à l'époque, ouais, c'était déjà effectivement moins commun, je pense, de monter sa boîte. Dans la tech aussi, et les montants des levées de fonds, c'était déjà beaucoup plus compliqué. Et quand tu faisais un seed et que tu levais déjà 200 000 euros, c'était un exploit, quoi. Ouais. Aujourd'hui, 200 000 euros, tu te dis, mais comment je peux gérer une croissance avec 200 000 euros? Ouais, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Sous Donc je peu pense d'oseille. qu'il y a eu un peu je pense, d'appétence sur le sujet. C'est vrai qu'on était beaucoup aussi dans l'environnement de la famille Louis où on entendait beaucoup aussi parler des success stories de son père qui a entrepris. Il était beaucoup dans les idées. C'est-à-dire que le père de Louis, Marc, c'est quand même un personnage assez particulier. On le salue. Et on le salue. Ouais, c'est J'espère vrai. qu'il Pour nous le coup, écoute. c'est vraiment mon mentor. Et lui, c'est vraiment quelqu'un qui est poussé à l'idée. Lui, en fait, il est drivé par l'idée. Donc, en fait, à chaque fois, il va toujours pousser les gens à dire c'est quoi l'idée fabuleuse que tu as eue, c'est quoi la dernière idée qui t'est venue, comment est-ce que tu peux craquer tel sujet, etc. Et donc, effectivement, tout tournait un peu autour de ça. Donc, les déj de famille, c'est qu'est-ce que tu as vu passer la semaine dernière que tu as trouvé incroyable, c'est quoi ta dernière idée et tout. Et tu te sentais à ta place? Bah, bizarrement, ouais, je m'y suis sentie assez rapidement à ma place, peut-être un peu trop à l'aise d'ailleurs. Je sais pas, mais non, ouais, en fait... C'est peut-être à lui de le dire, en fait. Je pense que je trouvais ça assez inspirant. En fait, je pense que je suis quand même de nature assez curieuse, que le business, ça m'a toujours intéressée et fascinée, et la façon dont c'était amené dans ces moments un peu en petit comité, j'ai toujours trouvé ça assez cool. Et en fait, moi, je pense que ce qui me drive dans la vie et ce que j'adore, c'est apprendre des trucs. Donc en fait, à partir du Ok. moment où j'ai l'impression que j'apprends quelque chose... C'est quoi tes dernières lubies? Enfin, je sais pas, est-ce que t'es du genre à apprendre, à bouffer des documentaires sur un sujet, et puis au bout d'un moment, ça te saoule et tu passes à autre chose? Ah non, je pense pas du tout que je... Non, je Non. pense pas que je suis quelqu'un de intense sur un Ok. sujet que je vais poncer, ensuite je vais passer Ouais, au c'est quoi, suivant. par exemple, ouais, même en sortant de l'entrepreneuriat, peut-être, mais des trucs qui te passionnent? Ouh, je te prends au dépourvu, là. Des trucs qui me passionnent. Après, des passions, t'en as toujours plein, mais c'est vrai que moi j'adore, en termes de sport, j'adore le kitesurf. Et Ouais. donc du coup, ce que je trouve génial dans ce sport, c'est que tu peux vraiment apprendre. En fait, la barrière à l'entrée n'est pas très compliquée. Donc tu peux commencer à te mettre à ce sport de manière assez simple et tu peux progresser très vite. Faut avoir de l'équilibre, il me semble. Non, franchement, il n'y a pas de... C'est ni Ok. sportif, ni... Enfin, vraiment, il faut se dire que c'est un sport qui est accessible à tout le monde, qui est absolument incroyable, parce que tu as un sentiment de liberté et c'est assez fou. Et surtout, tu progresses très vite. C'est-à-dire que si tu as envie de progresser, c'est pas un sport que je trouve boring. Par exemple, moi, genre la course à pied, je me flingue, tu vois. T'as pas C'est- fait le Paris-Versailles ce week-end? Non, j'ai pas fait le Paris-Versailles. Par contre, quand il y a du vent et que je me dis, c'est bon, on y va, j'ai toujours envie d'apprendre des trucs. D'ailleurs, ça fait assez halluciner mes potes qui font du kite que je prenne encore des cours. Mais parce Ok. qu'en fait, je m'emmerde assez rapidement. Donc en fait, j'ai Tout besoin seul, tu veux d'apprendre. dire? Ouais, je prends des cours assez régulièrement de coaching, pour apprendre quelque chose, quoi. Un trick, une figure, un saut, un machin. Ok. Et après, je m'entraîne, mais j'ai besoin de me sentir que je suis tirée vers le haut et d'apprendre des choses, quoi. Tu regardes ou pas? Je sais pas s'il y a des compétitions de kite. Ma question elle est simple. En plus, moi j'aime beaucoup le foot, mais il y en a. Je
crois que c'est l'opposé. Moi, je le pratique pas beaucoup, mais j'aime beaucoup regarder dans mon canapé. Et tu vois, il y en a, ils le pratiquent et ils détestent regarder le sport. Et tout à l'heure, je vais avoir le parallèle, tu disais que tu as appris le sales, les techniques de vente par mimétisme ou alors en écoutant aussi je dis tout à l'heure parce que j'ai écouté ton podcast. Ouais. Donc en écoutant ou en demandant des conseils aussi à tes potes qui étaient en sales et en head of sales, etc. Si on fait le parallèle avec le kite, comment t'as appris? Hormis les cours. Ouais, non, en fait, c'est sûr que le kite, ça s'apprend au démarrage avec un prof qui est là à côté de toi, parce que c'est quand même un sport qui est assez dangereux. Ouais. Ça reste quand même un sport extrême. Et ensuite, oui, j'ai regardé des vidéos, des tutos pour progresser. Et après, en dehors de ça, j'adore regarder effectivement des compètes de kite. Il y a King of the Air en Afrique du Sud où tu vois les pros qui sont absolument qui font des sauts à plusieurs dizaines de mètres, c'est absolument incroyable. Il y a le Jekié qui est régulièrement à Darla aussi. Donc oui, je regarde des vidéos de kite. Je parle à un Marocain. J'y ai jamais été de ma vie, mais je vois les stories. Il y a des gens encore en ce moment là, mais j'y suis allée tellement de fois. Je vois les teufs, ça a l'air très cool. Du coup, le kite, c'est intéressant. Mais on va pas. Bon, ce n'est pas un podcast sur le kite. Donc, du coup, revenons un peu à nos moutons. T'as commencé à bosser en conseil? Ouais. J'ai commencé à bosser en conseil. J'ai bossé chez A.T. Kearney pendant plusieurs années. Conseil en strat. Je suis pas du tout. Pour le coup, c'était des années où j'ai appris énormément. Okay. Et en fait, je pense que je suis un peu arrivée là par hasard. C'est-à-dire que je me suis un peu retrouvée là. Après mes études, j'avais des potes qui faisaient du conseil, j'avais l'impression que c'était bien payé. C'est post-master XHEC? Non, en fait, quand je suis sortie du master, j'ai essayé de monter une boîte pendant 18 mois. Ok. J'ai pas du tout... Il y avait un nom, il y avait... Ouais, c'était une entreprise qui s'appelait The Faubourg et en fait, c'était une plateforme en ligne d'e-commerce et qui était une marketplace en fait de produits de jeunes marques françaises, des marques d'objets, de design, de bijoux, voilà. Made in France ou même pas forcément? Ouais, c'était essentiellement des petites marques qui étaient made in France qui commençaient à devenir un peu up, tu vois. Parlons-en, qu'est-ce qui a chié et pourquoi t'as arrêté au bout de 18 mois? Je pense qu'en fait, ce qui était très compliqué, c'est que déjà, moi, à l'époque, je pense que j'étais pas assez mature d'un point de vue compréhension d'un modèle économique, d'un marché, pour l'appréhender, en tout cas, du bon angle. Okay. Et donc, en fait, je me suis retrouvée assez rapidement bloquée avec des sujets de système, de stock, tu travailles avec des... En fait, tu dois à la fois... Le problème de la marketplace, c'est que ça peut exploser si tu arrives à bien gérer l'équilibre, mais en fait, tu cherches et des clients et tu cherches des fournisseurs. Et donc, en fait, tu trouves les fournisseurs si tu as des clients, mais tu n'as pas de clients si tu n'as rien à leur vendre. Donc ça, déjà, c'était un peu compliqué. Et au moment où ça a commencé un petit peu à prendre... je me suis retrouvée avec tout le temps des problèmes de stock. Donc c'est quoi? T'avais plutôt de la demande mais pas assez d'offres ou Non, c'était même pas. En fait, rien n'était équilibré. Et en fait, à l'époque, je pense que j'étais pas assez mature sur la construction d'un système qui fonctionne. En fait. Ok. Donc, à la fois dans le dimensionnement et le design de l'offre, la construction des systèmes et le marché, j'y étais pas. Globalement, c'est mon retour d'expérience. Juste là-dessus, tu t'es lancé naïvement ou dans ta tête tu t'es dit, parce que là tu me parles de 18 mois, enfin un an et demi, c'est assez, tu vois, on dit souvent que tu burnes ton argent que t'as levé en 24 mois, tu prépares ta levée d'après. Argent que j'avais pas levé en plus, que moi tu vois je sortais d'école, donc autant dire que j'avais juste pas d'argent. J'en devais plutôt. Ni chômage, ni rien du tout, tu vois, donc c'était une énorme galère. Et je pense que oui, au bout de 18 mois, quand tu sors de tes études et que t'as essayé quelque chose et que tu sens que tu vas pas réussir à en vivre, en tout cas pas à court terme, forcément tu te poses des questions. Et effectivement, à ce moment-là, en sortant d'HEC Entrepreneur, t'as soit des potes qui entreprennent et ça commence à prendre, soit des potes qui vont bosser dans des boîtes, qui touchent un salaire, et notamment le conseil en strat. Et comme c'est vrai qu'à cette époque-là, quand tu veux monter ta boîte et que tu sais pas exactement en gros dans quel secteur est-ce que tu as vraiment envie d'apprendre comme métier, bah mine de rien, le conseil, c'est un peu la suite de l'école où tu fais pas vraiment de choix, t'apprends sur tous les secteurs d'activité, sur des missions différentes, et donc tu te dis, bon bah, on va continuer, et puis je vais commencer comme ça. C'est quoi les boîtes de tes anciens potes d'HEC que tu as vu grandir? Peut-être elles se sont arrêtées entre temps. Ah, bah j'étais super. Franchement, j'ai des très belles success stories dans ma promo.
Alors, il y a Pauline qui a fondé Gemio. Mais non. Ouais. Ah, ok, on la salue. J'attends salue de la Pauline. recevoir. Je viens d'écouter son podcast avec David Laroche qui est, voilà, top of mind, comme on dit, mais voilà, incroyable. Il y a Pauline avec Gemio. Il y a Mathilde qui a monté Front aux États-Unis, quand même une licorne. Mathilde Collin, oui. Mathilde Collin. Il y a Idriss et Claire qui ont montré iFlow. Ok. Un système. Je savais pas du tout. Okay. Ouais. Il y a eu Julia Biaoui qui a monté Frishti. Okay. Non, il y en a eu pas mal. Après, j'en connais aussi qui ont fait de la reprise d'entreprise, donc plus en B2B, donc c'est peut-être un peu moins connu. Okay. Mais ouais, il y a eu beaucoup d'entrepreneurs. Je crois qu'on est une des promos sur les dernières années qui ont eu le plus de boîtes. Et il y a évidemment, je vais quand même le citer, Renaud de Préto. Évidemment, qui va introduire Yacine. Mais c'est vrai que Renaud, ça a été créé un peu plus tard, bien sûr. Pas en sortie de Du coup, j'invite tout le monde à écouter notre podcast avec Renaud. Je sais plus lequel c'est, mais un peu avant Mastéo. Je crois qu'on l'a enregistré en mars dernier. Donc voilà, super podcast et encore merci pour cette intro de qualité, Renaud. C'est quoi un peu les sentiments qui te véhiculaient, je sais même pas si ça se dit, que tu ressentais à ce moment-là? Tu les voyais peut-être réussir et s'épanouir, ou pas d'ailleurs, galérer peut-être, parce qu'aujourd'hui on parle de boîtes avec des success stories. Et toi tu te dis ok, pendant 1 an et demi ça n'a pas marché. T'étais toute seule d'ailleurs? Non, j'avais un associé à l'époque. Ok. Donc vous avez dit on arrête, ouais. T'as trouvé un job plutôt facilement, je pense. Ouais, bon, je sais pas si c'est facilement, mais c'est pas non plus évident de rentrer dans les cabinets de conseil en strat. Il y a plus facile, mais globalement ça a pas pris beaucoup de temps, ouais, c'est la question. Je me dis juste quand t'as le logo d'HEC, c'est peut-être plus simple que pour d'autres personnes. Mais passons, c'est pas ça le sujet. Ouais, non, on va pas rentrer dans les cases. Non, t'inquiète pas, on n'est pas là pour faire ni de la polémique ou quoi. Ouais, en fait, moi, du coup, c'était quoi un peu comment tu voyais ça? Et est-ce que l'entrepreneuriat était quelque chose qui te trottait dans la tête et tu t'es dit, en fait, je fais du conseil pendant un certain temps? J'espère que tes anciens employeurs nous écoutent pas. Ça va, je suis en très bon terme avec eux. Ça va, bon, voilà. Non, mais jusqu'à en arriver à Ogo et à en parler avec Louis. D'ailleurs, Louis, je sais pas ce qu'il faisait à ce moment-là. Ouais. Bah écoute, figure-toi que bizarrement, je pense que en fait, quand tu sors de 18 mois où t'es quand même assez cramé et où en fait tu fais tout toi-même, que comme je te disais, t'as pas forcément d'expérience ou en tout cas suffisamment d'expérience pour te dire est-ce que je me lance sur le bon marché, est-ce que j'ai le bon modèle, etc. Et que on n'était pas à l'époque, je pense, suffisamment aussi entouré et conseillé. Bah en réalité, tu sors de 18 mois où le tableau il est un peu noir. Alors c'est dur parce que tu te dis putain, j'ai quand même donné 18 mois de ma vie où je me suis vraiment donné tous les jours. Et en fait, il y a un jour où il faut prendre la décision de tout shut down. Et donc quand même, je pense qu'il faut l'encaisser et il faut le processer dans ta tête. Mais le jour où c'est arrivé, où je me suis dit allez, autre challenge, c'est pas grave, je me mets sur autre chose. Et que je suis rentrée dans le conseil. Bizarrement, je pensais plus du tout à l'entrepreneuriat. Ok. Vraiment, je pense que ça m'a un peu vaccinée pour un temps et où je me disais, bah en fait, c'est trop bien d'être salarié. Et pourquoi j'ai pas fait ça avant? Je sais ce que je dois faire. Ok. Non, mais vraiment, genre, je touche un salaire à la fin du mois, j'apprends des choses, j'ai un manager qui m'encadre, qui me dit ce que je dois faire, qui me guide. Alors, je dis pas que le conseil, c'est hyper simple non plus tous les jours, hein, mais globalement, j'étais plutôt contente de me dire, de retrouver un cadre. Ouais, avec un salaire qui tombe à la fin du mois en me disant bah en fait mes week-ends c'est mes week-ends, mes vacances c'est mes vacances, et en fait il y a un work-life balance qui est pas forcément je veux dire en conseil en strat, c'est pas, mais par rapport à l'entrepreneuriat quand tu galères, franchement ça reste quand même largement gérable. Puis tu parles du cadre, mais je fais le parallèle avec le kite. Et au final, même aujourd'hui, t'aimes avoir un cadre pour apprendre ça. Je sais, t'aurais pris du plaisir si le kite, on t'avait dit voilà, va dans l'eau et apprends toute seule. Non, mais en fait, je pense pas que ce soit que le fait d'avoir un cadre. Je pense que moi, j'aime bien quand même m'inspirer et apprendre des autres. Et donc, du coup, c'est me sentir guidée en fait. Voilà, après, c'est sûr que dans l'entrepreneuriat, c'est pas la même chose que quand t'es salarié dans une entreprise. Parce que quand t'es dans l'entrepreneuriat, c'est à toi d'aller chercher la bonne façon de t'auto-guider finalement. Mais je pense que oui, se laisser un peu porter, entre guillemets, en tant que salarié, à ce moment-là, c'est ce dont j'avais besoin.
Et en fait, 4 ans plus tard, c'est en mode, j'en peux plus en fait. Ok, 4 ans plus tard, t'as dit stop. C'était quoi la limite que t'avais peut-être pas vue avant et qui est arrivée 4 ans plus tard? En fait, je pense qu'au bout d'un moment, il y a un moment où je me sentais plus vraiment. En fait, je pense que j'apprenais plus suffisamment dans le conseil. Je pense que j'avais vraiment appris ce que j'étais venue apprendre. Je suis jamais entrée dans le conseil en me disant je vais faire une carrière en conseil en strat. J'ai des amis qui le sont, d'ailleurs. Je salue. Et tout, ouais. Okay. Je salue un autre camarade des classes, Raphaël Blanchin d'HEC Entrepreneur, qui lui est partenaire au BCG maintenant. Et c'était vraiment sa target. Il va finir entrepreneur comme beaucoup d'anciens de BCG ou de Mac, mais ouais. Peut-être, mais globalement, moi, c'est vrai que je suis pas du tout entrée en conseil en me disant je vais faire une carrière dans le conseil. Ma target, c'est manager en 4 ans, partner en 8 ans. C'était pas du tout mon main goal. Je pense que j'avais pas forcément de main goal, mais quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, je pense que j'avais vu beaucoup de missions, des missions courtes, des missions longues sur plein de secteurs d'activité différents. J'ai appris de partenaires, managers, mentors internes, vraiment que je remercie aussi parce qu'ils m'ont vraiment appris pas mal de choses. Mais je suis arrivée à un moment où je pense qu'effectivement, c'est peut-être cumulé à la crise de la trentaine. Je me suis dit, j'en ai marre en fait. J'en ai marre, je comprends pas forcément ce que je suis en train de faire, je vois pas trop l'impact. Et donc du coup, j'ai envie d'autre chose. Et à ce moment-là, je pense qu'avec Louis, on a commencé à vachement reconnecter. Donc pour reprendre un peu ce que Louis faisait à ce moment-là, lui, il a aussi monté une boîte après X Stanford. Okay. Lui, il a appris à coder. Il est très autodidacte, contrairement à moi qui aime bien apprendre des autres. Lui, il aime bien apprendre tout seul. Full tuto YouTube. Non, je vois très très bien. Et du coup, il a été CTO d'une start-up. Donc, il a cofondé et il a été CTO d'une start-up dans l'événementiel. Et ensuite, pareil, il a arrêté. Et il a été directeur de la BI dans un groupe de services financiers. Okay. Et donc, en fait, il faisait tout ce qui était machine learning, maths appliquée à l'informatique, etc. Donc, on est arrivé, je pense, à un moment, effectivement, où on s'est dit, bon, ça fait plusieurs années qu'on a un job, c'est cool, on progresse. Mais qu'est-ce qu'on a envie de faire? Et on a reconnecté un peu sur le côté, on a quand même voulu toujours monter une boîte et ça nous a un peu repris. Vous étiez perdu de vue? Même en tant que pote ou... Non, pas du tout. On est vraiment meilleurs potes depuis longtemps avec lui. On s'est pas du tout perdu de vue. Mais le côté... Ouais, enfin, je pense que c'est toujours resté un peu. C'est-à-dire que comme avec lui, on se voyait quand même assez souvent et on a plein de potes en commun et on était très, très potes et très proches. Bah, du coup, forcément, on parlait toujours de t'as vu telle levée de fonds, t'as vu telle boîte, c'est incroyable. Ça serait bien, nous, bientôt. Il y avait toujours ça qui existait, mais je pense que le fait de monter une boîte ensemble est un peu revenu à ce moment-là, quand on a eu 30 ans et que ça faisait plusieurs années qu'on était dans nos jobs respectifs et je pense qu'on avait envie d'autre chose, quoi. Ok, bah, je trouve c'est... Dis-moi si je me trompe, est-ce que le risque que vous avez pris en remontant cette deuxième boîte, de part et d'autre, hein, vous deux, est-ce qu'il était maîtrisé et quantifié, ce risque? Ou est-ce qu'il y a un côté naïf encore, vous êtes allé tête baissée? Non, alors je pense qu'on avait beaucoup plus de maturité. Mais en fait, comment ça s'est passé? Je pense que, en fait, avec Louis, ça faisait déjà plusieurs mois qu'on pensait à des idées. Et donc, du coup, on se voyait parfois le soir, le week-end, pour réfléchir à des idées de business. Moi, je faisais des petites études de marché. Lui, il codait des petits trucs. Enfin, on se testait un peu sur différents sujets jusqu'au jour où, en fait, je pense que moi, j'ai eu un petit craquage où je lui ai dit en fait j'en peux plus là, j'en peux plus mon job, il faut que je reparte dans l'entrepreneuriat, ça y est, j'en ai marre. Je pense que lui ça a été un peu plus long à processer, donc moi en fait c'est vrai que je suis un peu arrivée en janvier, je revenais de vacances de Noël et je suis allée dans le bureau de mon boss en lui disant en fait je me pars. Et j'ai un peu posé madame comme ça en disant je veux monter ma boîte, j'ai envie de monter ma boîte malgré le fait que c'était il y a 4 ans. C'est revenu, ce sentiment, et du coup, je pars. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire comme boîte, mais en tout cas, je vais monter ma boîte. Et Louis, je lui avais dit, aucune pression. Oui. Entre guillemets, aucune pression. Tous les soirs, je le rappelais, je lui envoyais mais t'as 3 mois pour te décider. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà. Mais en gros, je lui ai pas dit, écoute, le 1er janvier, moi, je quitte ma boîte, et toi, c'est pareil, on y va. C'était plus, prends ton temps, voilà. Mais je savais qu'il allait y aller. Je pense que je le connaissais suffisamment pour savoir qu'il allait le faire. Et ça a pris un peu de temps. Hein. Je pense que lui, il a quitté sa boîte peut-être 6 mois après. Hein. Et t'as fait quoi pendant 6 mois? T'as itéré
Pendant 6 mois, bah oui, on itérait. Moi, porté la graine. Mine de rien, du jamais... coup, effectivement, on itérait. Moi, du coup, je bossais vachement sur le côté, je pense, plus études de marché. Et puis après, oui, j'ai aussi un peu kiffé, quoi. Ouais. Je rencontrais d'autres entrepreneurs, je me renseignais, j'ai voyagé, j'ai fait des trucs. Et puis le jour où il était prêt, bah, on y allait, quoi. Et là, effectivement, on a eu une approche un peu plus analytique, j'ai envie de dire. On n'y a pas été tête baissée, on s'est dit bon, on a connu un échec tous les deux, là on a quitté notre job, on prend des risques, donc globalement on va avoir une démarche d'ingénieur cartésienne et on va aller sur un gros marché sur lequel il y a des systèmes à construire, de la digitalisation, de la friction. Et du repeat, tu voulais qu'il y ait du repeat, que ce soit... Du recurring, ça c'est super important. Ouais. Alors, c'est quand même très large, mais bon, de base, je crois que tu disais dans l'autre podcast aussi, donc B2B, grand marché et recurring. Exactement. Combien de temps vous avez itéré? Parle-nous un petit peu de ce pain identification. Et est-ce que d'ailleurs vous êtes parti... Enfin, vas-y, parle-en nous. Je te tiens les verres. Bah, en fait, je pense que ça a pris, en tout et pour tout, on s'est quand même cherché pendant 1 an. Ok. Et... bon, je pense que la grande force qu'on a avec Louis, c'est que du coup, on a quand même eu l'humilité de se remettre en question de manière... en fait, on partait jamais de tête baissée dans un projet. On a testé plein de choses, on a pivoté, mais on pivotait vite. C'est-à-dire que vraiment, on était vraiment en test and learn, ça marche pas, on change. Et on a appris à être assez mesuré sur ce qui marche pas. Et du coup, petit à petit, au fur et à mesure où on a tiré le fil, on a découvert... un marché, une façon de faire, des clients, et c'est ce qui nous a amené à construire Ogo en fait. Comment tu te découvres? Quand tu dis découverte, c'est quoi les questions que tu te poses? C'est quoi les démarches? En fait, il y a plein de démarches. Tu tapes ta question sur Google? Non, tu tapes pas ta question sur Google. Je pense que principalement pour comprendre vraiment un marché, en fait, à partir du moment où tu as identifié un marché, je pense que la méthode qu'on a eue et à laquelle je crois, après il y a plein de méthodes différentes, c'est tout de suite d'aller voir le client en fait. Donc nous on a identifié qu'il y avait un marché énorme sur la mutuelle et la prévoyance pour plein de raisons, parce qu'il y avait des opportunités, des tendances de marché. Aujourd'hui c'est 34 milliards d'euros en France de cotisations, c'est un marché qui est obligatoire, donc toutes les entreprises de France doivent souscrire un contrat. Donc il y avait déjà ce terrain qui était quand même assez positif, et il y avait des tendances, notamment des opportunités qui ont eu lieu sur ce marché, qui était un marché historiquement tenu par les conventions collectives et qui a été ouvert à la concurrence de manière assez récente. Et d'ailleurs, Alan, qui s'est créé quelques années avant nous, je pense a aussi identifié le besoin, le segment, etc. Donc déjà, on a identifié un marché qui pour nous était énorme et sur lequel il y avait des tendances et des opportunités, donc un timing qui était le bon. Et ensuite, la deuxième étape, c'était de se dire... Ok, globalement sur ce marché, il y a un marché, il y a de la valeur, comment il se répartit? Déjà cette valeur, comment elle se répartit entre, il y a des assureurs, il y a des courtiers qui distribuent le contrat, donc l'assureur qui porte le risque, le courtier il distribue, et il y a le gestionnaire qui gère les flux financiers. Donc nous on a un peu mappé ce marché en se disant comment se répartit la valeur, donc où on va en fait. Donc en fait tu fais un peu ta matrice analytique. Le trou dans la raquette. Il est où le trou dans la raquette en fait? Et du coup, où on va, c'était assez simple, c'est qu'on a été interroger des clients. Donc en fait, on est allé parler à des chefs d'entreprise de tous les secteurs confondus, de différentes tailles, dans toute la France, et on s'est rendu compte assez rapidement que effectivement, les entreprises, elles comprenaient rien. Il y avait beaucoup d'opacité, beaucoup de délais, de paperasse, de friction, une expérience client qui est déceptive, des process dans tous les sens, multitude d'acteurs. Et en fait, un geste qui est tout simple de se dire, un salarié doit aller chez le médecin pour se faire rembourser un soin. En fait, derrière, c'est des dizaines d'interlocuteurs et d'intermédiaires qui doivent être impactés dans la chaîne. Et donc, on s'est dit, oula, on a touché du doigt un truc sur lequel il y a un sujet, quoi. C'est quoi la métrique? Enfin, je peux parler de ROI. En fait, t'en parlais, je sais plus exactement ce que c'est, mais... Vous avez réussi à signer vos premiers clients en fonction des personnes que vous avez reach out. Vous avez eu un taux de conversion assez énorme. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu et te dire En fait, c'était juste que j'explique, c'est super cool. Des gens qui disent même je serais prêt à payer ça, mais tant que t'as pas la couleur de l'argent. Bien sûr, tu vas parler aux clients, ils vont te dire leur pain, mais est-ce que demain ils sont réellement prêts à t'acheter le produit? Et d'ailleurs, quel produit? Parce qu'il faut le designer aussi le produit.
Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on a découvert en faisant un peu ces interviews clients, c'est surtout que les experts comptables jouaient un rôle assez majeur dans le sujet et qu'en fait, souvent, ils te disaient c'est mon expert comptable qui m'a aidé à mettre en place ma politique de mutuelle et prévoyance. Ou c'est mon expert comptable qui m'a poussé une offre de mutuelle et prévoyance ou qui m'a présenté un courtier, etc. Donc du coup, très rapidement, on s'est dit, oula, les experts comptables, ils ont quand même un rôle, enfin, ils font pas du tout partie de la valeur de ce marché, mais par contre, ils ont un rôle de précurseur qui est assez dingue. De prescripteur, pardon. Et donc du coup, on est allé voir les experts comptables. Okay. On a essayé de comprendre comment ils fonctionnaient et comment ils intervenaient en fait dans ce sujet de mutuelle et prévoyance. Et nous, on voyait pas trop au début le lien. J'aurais plus vu ça côté HR ou... Ouais, mais en fait, ce qui se passe, c'est que les experts comptables, souvent, c'est eux qui, au-delà de faire de la comptabilité, ils font de la paye. Ouais, okay. Et donc en fait la paye, ça reste une cotisation sociale et une obligation URSSAF de mettre en place la mutuelle et la prévoyance. Et donc en fait, quand ils ont une entreprise qui recrute le premier collaborateur, et ben c'est eux qui sont au courant parce que du coup faut créer le contrat de travail, il faut l'intégrer en paye, il faut paramétrer la paye en fonction. Et donc c'est là qu'en fait le cabinet comptable va dire faut mettre en place la mutuelle et la prévoyance, c'est obligatoire. Ouais, mais il y a une différence entre te dire faut faire ça et toi en tant que... Comment dire chef d'entreprise. Ouais, j'allais dire client, non l'inverse. Enfin, toi qui as souscrit au service de ton expert comptable, lui dire ok, va me chercher une solution, c'est un peu... En fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure, de plus en plus, les chefs d'entreprise disaient ok, c'est obligatoire, c'est quoi mon risque ? C'est un risque URSSAF quand même, donc en fait, t'es obligé de le faire. Et d'ailleurs, dans les cotisations sociales, moi, je dois renseigner en fait un truc, ça doit être inscrit dans ton contrat de travail. Ok, aide-moi parce qu'en fait, je fais quoi ? Où je souscris ? Est-ce que tu as quelqu'un à me recommander, etc. Et donc, assez naturellement dans le process de vente, l'expert comptable était prescripteur de courtier ou de produits d'assurance, même s'il ne le présentait pas en tant que tel parce que ça reste une profession réglementée, il se retrouvait souvent en situation de rediriger le client vers le bon interlocuteur pour mettre en place les contrats. Et donc ça, on l'a identifié assez facilement. Et en fait, ce qu'on a très vite compris, c'est que franchement, on n'a pas inventé la roue. Nous, au début, avec Louis, on était là, on va être les rois du pétrole, on va aller voir tous les experts comptables. Franchement, les courtiers, ils font ça depuis la nuit des temps. Enfin, on n'a rien inventé. Mais en fait, les experts comptables, ils sont extrêmement sollicités par plein de solutions B2B. Parce que forcément, ils ont un lien très fort avec les entreprises. Mais les experts comptables, pour réussir à les embarquer, à pousser ta solution, il faut leur apporter de la valeur. Il faut leur apporter un service à eux, en fait. S'ils ne voient pas l'intérêt de ta solution, c'est trop simple de dire oui, envoie-moi tes clients. Enfin, et spoiler, c'est pas une com. Et écoute, bizarrement, à un moment, on s'est vraiment posé cette question avec Louis. On va les payer. Et en fait... Non, c'est pas des apporteurs d'affaires. Non. Et c'est pas du tout le game, en fait. C'est pas pour ça qu'ils le font. C'est quoi le service que vous leur avez rendu ? Et du coup, en fait, la première plateforme qu'on a construite, c'était une plateforme pour les experts comptables, en fait. Ok. Donc en fait, l'interface de l'entreprise, elle est connectée à l'interface de l'expert comptable. Okay. Et en fait, assez rapidement, au tout début, on a compris que l'expert comptable, un de ses enjeux, c'était de s'assurer que tous ses clients étaient conformes d'un point de vue URSSAF. Donc avait mis en place des contrats, qu'ils n'avaient pas de problématique de devoir de conseil, qu'ils n'allaient pas se retrouver un jour avec un client qui sort du chapeau, qui dit j'ai un contrôle URSSAF et en fait, oh là là, j'ai oublié de mettre en place la prévoyance ou prévenir mon client, etc. Ça, c'était un peu l'angoisse du cabinet. Et donc, du coup, on a construit un système qui, à partir de sources de données, donc les données de la paye, on est capable de screener un portefeuille de cabinet d'experts comptables et d'identifier très simplement s'il y a des trous dans la raquette. Et donc, du coup, un cabinet qui a 1000 clients, lui dire, voilà, vous avez 50 clients aujourd'hui qui ne sont pas couverts et donc vous faites encourir des risques à vos clients. Et donc là, derrière, on mettait en place le contrat. Et effectivement, le cabinet comptable avait son interface où il pouvait récupérer les informations pour paramétrer la paye, tous les outils de gestion, etc., qui vont bien pour que lui, ça lui simplifie sa vie. C'est plus une conclusion, mais une remarque. Aucun de vous n'a vécu le pain. Et en fait, vous avez cherché. Donc, on n'est pas obligé. Souvent, tu sais, c'est des personnes qui étaient salariées et qui se disent « Oh là là, c'était une galère. » Et donc, du coup, on a créé une solution pour répondre à ce problème. Et je trouve ça intéressant de te dire que non, on allait poser la question à ceux qui vivent ce problème. Toujours des questions assez ouvertes, je pense, pour pas justement biaiser les réponses. Donc, tu disais que ta V1, c'était pour des experts comptables. Tu as parlé de pivot assez rapide.
Tu veux nous en parler un petit peu Alors non, là c'était déjà... il y avait déjà eu un pivot entre-temps. Il y avait déjà eu un pivot avant. Voire 3 pivots entre-temps. Ouais, non mais franchement, il y en a eu plein. Ça changeait d'avis tous les jours. Franchement, tu vois, dans le lean, on parle de right the first time. Je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est très compliqué d'avoir juste du premier coup, tu vois. On va parler de lean juste après. Mais vas-y, du coup, je suis quand même très curieux de comprendre un petit peu les pivots et juste que les gens recomprennent, même si tu me l'as expliqué au tout début. Ogo, c'est quoi aujourd'hui exactement, du coup ? Ouais, et ben écoute, au tout début, en fait, quand on a commencé à créer Ogo, à créer notre boîte ensemble, c'était pas Ogo d'ailleurs, le premier projet qu'on a lancé ensemble, ça s'appelait Bankeasy. Et en fait, c'était une plateforme qui permettait de clarifier et de rendre transparent tous les frais bancaires et d'aider en fait les particuliers, donc c'était même pas du B2B encore, on n'avait pas encore cette notion de B2B qui était rentrée dans notre matrice de ce qu'on a envie de construire, c'était du B2C et donc d'aider en fait les particuliers à trouver la bonne banque, comprendre les frais bancaires et les aider à souscrire à la banque de manière simple, digitalisée, fluide. Et d'ailleurs Bankeasy, c'est comme ça qu'est venu le pingouin, tu vois, notre logo c'est un pingouin, et en fait ça venait de banquise. C'est vrai qu'il est partout dans les bureaux. Il est partout dans les bureaux, ce pingouin. Et on l'a gardé, voilà. Il a tenu le choc des pivots. Ouais, c'est ça. C'est la seule chose qu'on a gardée depuis le début. Et du coup, en fait, franchement, je te cache je te passe des anecdotes quand même assez hallucinantes. Mais balance. C'est toi qui es prise par un anniversaire, moi ça va. Hein. Non, mais il y a eu des moments qui étaient quand même assez fun et où je pense qu'on a limite failli finir en tôle avec Louis sur le sujet de Bankeasy. Mais franchement, je t'en parlerai en off. Ok, avec grand plaisir. Mais on a été très couillus sur le sujet et c'est assez marrant parce qu'en fait, on a trouvé une faille dans le système qui fait qu'en fait, très rapidement, on s'est retrouvés en une semaine avec 3000 comptes bancaires qui ont été ouverts. Okay. Et en fait, on était nous deux avec un dev et un de nos premiers stagiaires, enfin notre premier stagiaire, donc on était tous les quatre dans un incubateur à chercher notre MVP et en fait on est arrivé un matin en se disant qu'est-ce qui s'est passé et en fait bref. Vous êtes allé un peu au bluff, vous vous êtes fait dépasser un peu par... On s'est fait dépasser par le truc en fait. Ouais. Je pense qu'il y a des sujets qu'on n'avait pas en tête et en fait on a craqué une faille dans le système qui fait qu'on a débloqué on a eu un flux de leads entrants absolument pas payant en plus, complètement démesuré. Et du coup, on est devenu on est passé dans le top 3 des apporteurs d'affaires. Tu peux pas nous dire sur quel créneau ? En Europe, quoi. Tu peux pas. Non, ok, c'est pas grave. On verra plus tard. Et du coup, le pivot, déjà. Donc là, on s'est dit, on va peut-être pas non plus finir en prison. Donc on a décidé pivot numéro 1. Okay. Et donc là, ensuite, on s'est positionné sur le B2B en se disant, en fait, le B2B, ça reste quand même une cible de persona en fait qui nous intéressait un peu plus et donc on s'est dit on va commencer à aider les entreprises à trouver leurs prestataires. Ce qui est compliqué, c'est quand tu montes ta boîte, en fait tu sais jamais effectivement quelle assurance je dois mettre en place, c'est quoi mes obligations légales, comment je crée mes statuts au greffe, comment je choisis ma banque, etc. Donc il y avait quand même toujours cette notion de je t'aide à trouver tes partenaires, mais plus dans la notion d'entrepreneuriat. Et en fait assez rapidement on s'est rendu compte que déjà il y avait plein de concurrents sur des verticales différentes, qu'il n'y avait pas un marché qui était si grand que ça, c'était difficile à pricer. En fait, tu devenais un espèce d'apporteur de lead, mais c'était pas non plus... tu créais pas de la valeur non plus, exponentielle. Tu captais pas, en tout cas, le client. Pas de stickiness. Ouais, il n'y avait pas de stickiness, exactement. En fait, tu revendais du lead. Et donc, il n'y avait pas cette notion de recurring. Et donc là, on s'est dit, non, mais franchement, il y a un problème dans notre modèle. Et c'est là qu'on s'est dit, on va regarder du coup l'assurance parce que c'était le seul des produits qu'on avait identifié qui proposait du recurring. Et là, on a regardé les différents marchés et les produits d'assurance au sens B2B et entreprise. Et la mutuelle et la prévoyance, ça restait un des segments de marché qui était le moins bien adressé et le plus gros marché en France. Alan existait à ce moment-là ? Alan existait depuis 2-3 ans, ouais. Donc pas autant de bruit... Il faisait pas autant de bruit qu'aujourd'hui. Franchement, nous on connaissait Alan, mais et en fait je pense qu'à la base le constat initial il était le même, c'est de se dire en fait il y a plein de frictions, il y a une expérience client qui est franchement pas ouf et du coup en fait on va venir disrupter, j'aime pas trop ce terme, ce marché, mais je pense que Alan ils ont décidé de se positionner sur sur l'assurance en tant que telle et de porter le risque.
Là où nous, en identifiant un peu la répartition de la valeur, on s'est dit, en fait, les assureurs, ce qu'ils savent faire, c'est porter le risque. Ce qu'ils savent pas faire, c'est offrir une expérience client qui est cool. Donc vous êtes un relais. Vous bossez avec Alan ? On bosse pas avec Alan parce que Alan, du coup, a décidé d'intégrer toute la chaîne de valeur. Donc depuis Oui, la prise non, mais de c'est risque vrai, je te jusqu'à dis la ça, distribution. je suis chez Alan, passons. Et, mais du coup, on en parlera avec Jean-Charles plus tard. J'ai quand même mini question là-dessus. Ouais. Tu nous parles de ces déjà 3 pivots. Ça prend combien de temps ? En fait, plus sérieusement, entre le premier flag, donc première alarme, première sonnette, et le moment où vous installez, j'imagine avec Louis, au moins, même pas la réflexion, mais vraiment la décision de se dire ok, on va voir autre chose. Ah, combien de temps tu te dis Ouais. je pivote ou je pivote pas ? Bah, en fait, c'était assez par rapport à ce que je t'ai dit. En fait, il y a eu 2 vrais pivots. Du coup, il y a eu le pivot de Bank-Easy à la partie B2C à B2B, et ensuite vraiment le focus sur l'assurance. Ok. Donc, il y a eu 2 gros pivots. Je pense que le premier, en fait, comme on a eu tout de suite une très forte croissance qu'on n'a pas trop suggérée, il s'est assez fait naturellement quand on a compris qu'on n'était pas trop dans la légalité, en fait. Donc, si tu veux, je pense que ça a duré... Il y a un aspect légal dedans qui fait Il y a eu un aspect légal. Donc, en fait, si tu veux, je pense que... C'est la loi qui nous a fait pivoter. C'était peut-être 6 mois, tu vois. Ok. Donc, on se rend compte que là, il fallait qu'on change de modèle. Et ensuite, je pense que ça a duré 3 mois à peu près avant qu'on se dise, ok, non, là, il faut qu'on pivote. Et quand on a pivoté sur Ogo, au début, c'est vraiment, je te dis, c'est de l'itération. C'est-à-dire qu'on a commencé à parler à des entreprises sur l'assurance. Ensuite, on a rencontré des experts comptables. Tout ça, ça prend quand même un peu de temps avant de te dire comment je vais designer une solution et un produit qui va y répondre. Et ensuite, la vérité, c'est que nous, avec Louis, on est très pragmatique. Donc, on construit le minimum requis du produit. Ensuite, on essaie de le vendre. Et en fait, on voit si ça prend. Okay. Si ça avait pas pris, probablement que voilà, on se serait posé des questions. Le fameux MVP, quoi. Exactement. Okay. Et ça a pris, je pense, la première rencontre avec des dirigeants d'entreprise et des experts comptables qui ont dû avoir lieu en juin-juillet. Et en fait, le moment où on s'est vraiment dit c'est ouf, on a vraiment vendu beaucoup de contrats pour les peu de moyens qu'on y a mis. Il a dû se passer 4-5 mois. Donc quoi, Q1 de l'année d'après ? Non, je pense que même c'était... avant même. Je te dis, je pense que c'était en juin, on a commencé à parler à nos clients. En juillet, t'as entendu dans le dernier podcast, donc du coup, on a craqué le sujet de la DSN et donc du coup des données qui provenaient des experts comptables. Et on a commencé à appeler les clients des experts comptables en septembre. Septembre-octobre, c'était le moment où c'est une saisonnalité assez forte dans notre business. Donc, il faut closer beaucoup de deals fin octobre parce que tu avais des réglementations qui faisaient que tu pouvais changer de contrat qu'à ce moment-là. Ce qui n'est plus le cas, c'est ça ? Ce qui n'est plus le cas pour la mutuelle, ouais. C'est toujours le cas pour la prévoyance. Donc, ça reste une saisonnalité hyper forte. Et donc, en fait, le dernier quarter de l'année, c'est quand même une grosse partie des chiffres, quoi. Donc voilà, donc c'est en octobre où on s'est dit, là, on a un truc de ouf. Donc remise en question perpétuelle, et d'ailleurs, je te pose la question comme ça, mais tu serais choqué si on regarde dans 3 ans et que je te dis que tu as fait un pivot ? Non, je pense que c'est plus les mêmes pivots après un certain moment, en fait. Ok, ce serait des... Okay. Ouais, c'est pas des pivots radicaux, radicaux entre guillemets, c'est plutôt comment tu vas après... prendre des chemins qui peuvent être un peu différents sur ta vision et sur c'est pas droite gauche, c'est plus en diagonale. Ouais, et puis je pense que après c'est pas vraiment t'as toujours des remises en question sur ta stratégie d'acquisition, sur ta cible de clientèle qui évolue, sur les autres produits que tu vas leur vendre. Donc t'as toujours quelque part, je sais pas comment tu définis le pivot, mais globalement ça va toujours être des remises en question constantes. Et je pense que ça c'est super important, en tout cas moi de ce que j'ai vécu de mon expérience. Avec Louis, je pense que ce qui marche très bien entre nous deux, c'est qu'on est très respectueux de l'un envers l'autre, et je pense qu'on a vraiment beaucoup d'humilité. C'est-à-dire qu'on cherche le feedback négatif, quoi. Non, mais c'est cool, et je suis fortement partisan de ça. De toute manière, tu l'as dit tout à l'heure que même en tant que salarié, ton objectif était de grandir. Ça fait 43 minutes, mais j'ai quand même envie de prendre ne serait-ce que même 2-3 minutes s'il y a une chose dont on voulait parler. On en a parlé dans le call d'intro. Ouais. C'est le lean management. Et d'ailleurs, c'est une très bonne intro parce qu'au final, tu es en train de me dire que... Alors, je sais pas, est-ce que tu l'as installé toute seule ou est-ce que tu as fait appel à des personnes externes ou comment tu t'es renseigné en fait sur cette... D'ailleurs, tu vas nous expliquer ce que c'est. Ce que c'est que le lean. Voilà, mais ouais, il y a ce côté, encore une fois, de tout remettre en question et essayer de... je pense que ça fait partie de la culture d'entreprise.
Et après, première, j'arrête de t'embêter, tu vas pouvoir souhaiter joyeux anniversaire à Louis. À lui. Alors en fait, le lean, déjà c'est marrant parce que le lean, j'avais déjà entendu parler du lean, Six Sigma, ceinture black belt, machin, alors c'est pas du tout ça. Nous, on n'y est pas du tout. C'est pas du tout le lean que nous, on connaît, tu vois. Donc en fait, nous, le lean management, c'est vraiment en fait, c'est une pratique. Donc déjà, c'est absolument pas théorique, il faut vraiment le vivre et le pratiquer au quotidien. Et c'est en fait embarquer tes équipes dans un objectif commun qui est offrir un service de qualité à ton client. Donc ça paraît un peu bateau quand tu le dis comme ça, mais en fait c'est basé sur des piliers fondamentaux qui sont la progression de tes équipes, le lead time, combien de temps tu mets à répondre à une demande client, et la qualité. Et donc du coup, comment tu construis des systèmes qui te permettent de répondre en fait à ces trois sujets qui est derrière dans l'intérêt du client. Et donc les grosses entreprises connues qui sont très très forts en lean, c'est évidemment Toyota, puisque ils ont été à la base du lean management. C'est Amazon, c'est Zara, tu vois, c'est des entreprises qui font beaucoup de lean. Okay. Et en fait, comment on en est venu à ça? En fait, les premiers business angels qui ont investi chez nous, donc c'est Benoît Lavozelle qui a monté M33, le studio de Théodo, et le startup studio, du coup en tech, qui lui est très impliqué dans la communauté Lean et du coup qui en fait depuis très longtemps. Et c'est globalement vraiment des machines de guerre en Lean chez Théodo. Donc Benoît, c'est un des premiers à avoir investi chez nous autour de Seed. Et un de ses meilleurs potes, Sébastien Lucas. Un de ses meilleurs potes, Sébastien Lucas, qui lui avait monté une entreprise à l'époque qui s'appelle Oxalide, qu'il a exité il y a quelques années, et qui était aussi qui avait une culture lean, en tout cas qu'il avait mis en place dans son entreprise. Donc déjà à la base, c'est eux deux, on les a rencontrés entre guillemets ensemble, enfin l'un après l'autre, mais très rapidement les deux. Ils ont investi chez nous et ils nous ont dès le départ beaucoup parlé de lean. Et à cette époque-là, nous, en fait, on était... franchement, quand ils ont investi chez nous, on devait être 5 personnes dans la boîte. Il y avait des clients ou pas encore? Il y avait des clients. Okay. Il y avait des clients. Ça avait son importance. Mais on n'était vraiment pas beaucoup. Et donc, en fait, ils m'ont présenté à Régis Medina, avec qui j'ai déjeuné, qui est globalement un des sensei, donc coach lean, les plus connus en France, qui a écrit un bouquin qui est absolument incroyable, qui s'appelle Learning to Scale, que j'invite tous les entrepreneurs à lire, parce qu'ils vont tous se reconnaître dans ce bouquin, c'est assez fou. En fait, j'ai déjeuné avec lui, et à ce moment-là, je lui ai dit, oui, je suis hyper intéressée par le lean, il m'en parle tout le temps, comment je fais ça dans ma boîte? Et il me dit, alors déjà, donc il me parle, et pour moi, c'est très, très abstrait, très théorique, il m'explique un peu les trucs, et il me dit, mais vous êtes combien dans la boîte? Je lui dis, on est 5. Il me dit, ah ok, donc alors, en fait, j'explique quand même. Aujourd'hui, vous êtes à une étape de l'entreprise où, en fait, en tant que fondateur, vous avez encore la vue sur tout. Ouais, c'est dans l'opérationnel, au quotidien. T'es autour d'une table, tout va très vite. Et en fait, du coup, tu vas pas voir aujourd'hui la valeur que le lean peut t'apporter. En fait, le lean permet de soutenir ta croissance. Okay. Donc là, tu vas passer dans une étape de scale et tout va devenir plus lent. Et c'est à ce moment-là, quand vous, en tant que fondateur, vous allez perdre le lien fondamental qui est le terrain et donc le client, que tu vas commencer à comprendre que tu vas avoir besoin d'aide et tu vas devoir mettre en place des systèmes qui vont te correspondre, quoi. Donc c'est vraiment des remontées terrain versus vous avoir une vision un peu plus macro et prendre un peu plus en fait, c'est justement comment le dirigeant de l'entreprise, qui ensuite il y a évidemment des head-off, des middle managers, des nouveaux qui arrivent, et comment en fait, globalement ce qui se passe et pourquoi ça ralentit, la croissance ralentit l'efficacité de ta boîte, c'est que en fait les nouveaux ils refont les mêmes erreurs, tout prend plus de temps, la liste de la roadmap produit s'alourdit, tu itères moins vite, la communication entre équipes est plus compliquée, il y a des frictions, des interfaces de team et tout. Et toi, en tant que fondateur, en fait, tu perds cette visibilité que tu avais quand tu étais une toute petite équipe, en fait. Tu disais, toi, que le palier, c'était 50 employés. Je sais pas s'il y a vraiment un palier, mais en tout cas, c'est sûr qu'à l'époque, je me rappelle que Régis m'avait dit, quand tu grossiras un peu et que tu sentiras que tu perds le lien avec le terrain, et en tout cas que tu perds le contrôle sur ce qui se passe, tu le sauras. Et donc il m'a dit, et là tu me rappelles. Et donc du coup, effectivement, quand on a passé 50, j'ai eu l'impression qu'on s'est retrouvés avec lui à se regarder en se disant, on maîtrise plus rien. C'était quand ? C'était il n'y a pas si longtemps, tu vois, je pense que ça devait être, on a dû passer 50 il y a un an, il y a un peu moins d'un an.
il y a un peu moins d'un an. Tu as appelé Du coup, ouais, j'ai recontacté. Alors après, évidemment, j'itère toujours beaucoup avec Sébastien et Benoît, et donc du coup, forcément, il y a ce sujet qui est revenu. On a aussi fait la connaissance pendant le Covid de Marie-Hortense Varin, qui maintenant est à notre board. Donc elle est observatrice à notre board, et elle est aussi fascinée par le lean, et c'est aussi une padawan de Régis Medina. Okay. Si tu veux, on était encerclés de tous les côtés. Ouais, c'est la school, quoi. donc MH, que je salue aussi, qui du coup, elle aussi nous a vachement embarqués dans le lean, et qui nous a dit, je pense que là, vous êtes prêts. Et donc, on a rappelé Régis, et on a commencé à lui expliquer nos problèmes. On a été hyper transparents, et il nous a dit, écoutez, si Lean peut vous aider, moi... ce que je peux vous proposer, c'est de commencer par une formation basique. Vous lisez mon bouquin. Non, mais vous lisez mon bouquin et on se fait une formation. Vous l'avez acheté ou il vous l'a filé? Non, je crois qu'on l'a acheté, je sais plus. Avec son argent? Je crois qu'on l'a acheté. Et on a fait une formation avec lui qui était une formation vraiment basique où tu vois, c'est une fois par semaine, 2 heures avec d'autres fondateurs. Et donc, du coup, on itérait entre nous... sur des sujets et des exercices qu'on devait pratiquer, du coup, comme c'est vraiment une pratique, qu'on devait pratiquer avec nos équipes, etc. Okay. Et donc, c'était un peu le début où on a bossé avec Régis sur le Lean, et depuis, là, on tire vraiment la culture d'entreprise vers ça, et du coup, on forme nos head-off, nos managers, etc. Dernière mini-question que tu comprennes, du coup, c'est quoi la métrique que vous regardez tous les jours en tant que cofondateur? Alors, j'ai envie de te dire, évidemment, il n'y en a pas qu'un. C'est peut-être pas tous les jours, on va dire. C'est quoi la métrique la plus importante pour toi? Et dans ce cas-là, vas-y, c'est quoi la métrique? En fait, j'ai envie de te dire, moi, aujourd'hui, pour moi, il y a 2 métriques. Si je devais t'en donner 2, parce qu'une, c'est compliqué. Si je devais t'en donner 2, c'est le NPS. C'est en fait à quel point tes clients sont satisfaits de ton service. Okay. Et après, tu as plein d'autres manières de suivre la satisfaction et la qualité, effectivement, qui est rendue à ton client. Et c'est difficile de la mesurer avec un KPI chiffré, mais la progression de ton équipe. Donc, ça peut être lié à un INPS, tu vois, un NPS de tes employés. Ça peut être lié à la satisfaction ou le churn, tu vois, les salariés s'en vont. Mais pour moi, si je devais dire, il y a les 2 sujets les plus importants pour grossir sainement, c'est est-ce que tes clients sont satisfaits et est-ce que tes équipes progressent. C'est beau, j'ai envie de terminer là-dessus. Bon, on va quand même... je pense filmer 2 questions, t'as de la chance, hein. Je sais que t'aimes pas ces dernières questions, on va les filmer très rapidement et après je te laisse. Ok, vas-y, on y va. Ma première question pour toi, Anna, et merci en tout cas d'être restée avec moi aussi tard. Question très simple, qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour toi, si tu pouvais l'associer à un mot ou un groupe de mots, et pourquoi? Justement, on en parlait tout à l'heure, et du coup, ce que je pense, c'est que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est un peu bateau, mais c'est vraiment une aventure. Et je pense que c'est une aventure pour plusieurs raisons, parce que en fait, tu te retrouves embourbé dans un truc où en fait, t'as l'impression que tu peux pas trop en sortir, et à la fois, tu prends des risques, tu sais jamais trop ce qui est fait demain, donc tu pars un peu à l'aveugle, et ton job, en fait, il change tout le temps. C'est-à-dire qu'au moment des différentes phases de ta boîte, ton job n'a rien à voir. Donc, je pense que si je devais dire un mot, ce serait l'aventure. Et si je devais compléter, ce serait faut avoir des convictions hyper fortes et il faut avoir de la résilience. Très clair. C'est quoi ce qui te fait le plus kiffer au quotidien chez Ogo, dans ton job? Ce qui me fait le plus kiffer? Alors déjà, moi, au-delà du fait que j'adore la vente, donc tout ce qui est sales, etc., j'adore. Chose que j'avais jamais fait avant. Ce que j'avais jamais fait avant de monter ma boîte. Mais je pense que ce qui me fait le plus kiffer, c'est de faire progresser les équipes. En fait, moi, ce que j'adore, c'est trouver un challenge dans n'importe quelle team, que ce soit la team opération, la team sales, la team prospection SDR, et me dire, ok, là, il y a un problème ici, je l'ai vu, donc il y a un challenge, je prends la team ou une personne de la team et on va craquer ce truc ensemble. Et sentir qu'il progresse. Je pense que ça, c'est vraiment cool. Est-ce que tu devines ma 2e question? Enfin, ma 3e. Alors, c'est quoi ta 3e question? Qu'est-ce qui te fait chier, du coup? Ce qui me fait chier... Ce qui me fait chier, c'est l'administratif, c'est la lenteur, c'est la gestion de la mutuelle. Non, pas ça, parce que tu vois, on la gère très bien. Non, quand je parle d'administratif, c'est tous les côtés un peu...
Ouais, obligatoire, réglementaire, process, ralentissement, en fait. Voilà. Je dirais pas que ça me fait chier au quotidien, mais je dirais que de manière générale, je suis un peu nostalgique du moment où tout allait très vite, quoi. C'est ma dernière question, promis, je crois que je l'ai dit 3 fois. Vas-y, dis-moi. J'aimerais savoir, en fait, c'est quoi pour toi l'art de bien s'entourer et si tu veux nous dire, d'ailleurs, c'est qui la personne dont tu aimerais t'entourer ou alors dont tu t'es déjà entouré, qui t'a énormément apporté, toi, comme Louis, peut-être, dans vos rôles de cofondateur de la boîte. Bah, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je pense que contrairement à Louis, moi j'ai vachement besoin d'interagir avec soit donc les équipes, j'adore parce que c'est les faire progresser, mais après j'ai besoin d'interagir avec des pairs, donc j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs et en tout cas je me construis un gros réseau d'entrepreneurs pour apprendre des autres. Okay. Et après au-dessus de toi, tu te crées un peu tes mentors qui l'ont déjà fait avant toi ou t'aident à progresser. Et donc du coup passer du temps aussi avec au-dessus, à côté et en dessous en fait. C'est un peu comment tu rééquilibres la balance et comment tu y arrives. Je pense qu'en vrai, je sais pas s'il y a l'art de bien s'entourer, mais je sais pas si c'est quoi en fait ça t'apporte quoi juste? En plus tu en parles à tous les niveaux du coup. C'est quoi qu'est-ce que ça t'apporte concrètement? De bien m'entourer? Ouais. Ah bah moi si je m'entoure bien, je progresse, donc je fais progresser la boîte. Je fais progresser mes équipes, donc globalement, ça fait progresser l'entreprise. C'est bon alors, j'arrête de t'embêter. Non, je rigole. Un grand merci en tout cas pour cette conversation. As-tu pris du plaisir? C'était super sympa, Yacine. Super. Et toi? Mais moi, j'ai grave pris du plaisir, comme toujours. On rigole. Et puis on va aller manger un bout, donc voilà, nickel. Bon, un grand merci Anna pour ces 56 minutes. Et je te dis à bientôt, passe une bonne soirée, embrasse Louis et souhaite-lui un très joyeux anniversaire. Et à mes auditeurs, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Ciao. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine.